RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille. À mes côtés, vous le savez, Rémi Dumont. Comment ça va ? Ça va et toi ? Salut Karine, salut tout le monde. En pleine forme, nous sommes en trêve internationale et pourtant il ne s'arrête jamais de travailler. Le MOF, il ne connaît pas, c'est notre correspondant permanent à Marseille, monsieur Florent Germain. Tout va bien ? Salut Karine, salut Rémi, tout va bien, merci. Et oui, il y avait des matchs de l'équipe de France et il y a le championnat qui va reprendre. Et il y avait également du travail parce que Flo Germain nous a concocté une magnifique interview, celle de la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Igor Paixão. Moi, je vais l'appeler juste Igor. C'est confié en exclusivité pour RMC. On apprend beaucoup de choses concernant l'ailier brésilien. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette interview, mon cher Flo ? Est-ce qu'il est sympa, le joueur de 28 ans ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps ensemble ? Est-ce que vous aviez l'agent qui était là en train de montrer la montre, etc. Dis-nous tout. Non, il est très sympa. Il a 25 ans, on va pas le vieillir, le Igor Paixão. Moi, je veux pas commencer le podcast tant que tu nous as pas fait vraiment un bel accent brésilien. C'est Rémi, il m'a appelé, il m'a dit est-ce qu'on piège Karine sur l'accent Paixão ? Je lui ai dit ouais, vas-y, on le fait d'entrée. Igor, mais je crois que dans l'interview, il a dit qu'il préférait qu'on l'appelle Igor. J'ai pas vu cette question, mais je pense qu'il l'a dit quand même. Paixão, je sais pas, il y a différentes manières de le prononcer, mais on va partir sur le Paixão. Écoute, non, il est très sympa. Honnêtement, tu sais, sa marque de fabrique, je trouve, quand il marque, au-delà de la petite danse, on l'entendra d'ailleurs sur Ronaldinho, qui est son idole. Lui, il a vraiment un sourire d'enfant. Il a un sourire d'enfant, ça respire la joie de jouer au foot et moi ce que j'ai apprécié tout bêtement, c'est que quand on s'est installé, on a discuté un petit peu. Alors moi j'allais lui poser les questions en espagnol que je maîtrise bien et lui évidemment me répondre en portugais et il avait pris le temps auparavant de se renseigner sur RMC Sport, voilà la radio du foot, une radio importante au niveau du sport en France, écoutée par les supporters de l'OM. Donc le début de l'interview, ça a été, je suis très content de parler avec vous et de partager ma joie d'être ici à Marseille. Donc rien que ça, le sourire pendant 25 minutes, aucunement pressé, ouvert à tous les sujets. On avait évoqué ensemble le fait de terminer aussi l'interview sur ses origines, le fait que lui et sa famille combattent le racisme, avait été très touché aussi par les virages du Vélodrome qui justement s'affichent anti-racistes. Voilà, donc il y avait aussi une part d'émotion dans cette interview et son sourire ne l'a pas lâché et voilà, j'ai apprécié. On rappelle que l'attaquant brésilien arrivé du Feyenoord, qu'il était blessé, et ça il va en parler justement du fait qu'il est arrivé blessé, il était touché à la cuisse et malgré ça l'OM le voulait et l'OM donc l'a recruté, une saison 2024-2025 très bonne, 18 buts et 19 passes décisives et puis depuis donc il est arrivé à l'Olympique de Marseille. On rappelle que c'est 6 matchs avec 3 buts, 2 en Champions League et 1 en Ligue 1. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off, Rémi, on va rentrer dans les détails. Souvent quand même le Brésilien est plutôt bon client. Ah oui, parce que déjà, il y a cette joie de vivre, comme le disait Flo, et puis il y a surtout cette joie de jouer aussi. On a pu voir qu'il avait quand même certaines qualités techniques, Paixão, et surtout, en fait, le fait il ait voulu vraiment venir à l'OM. Flo l'expliquera mieux que moi, mais il rappelait quand même qu'il était courtisé, donc il termine sur une grosse saison au Feyenoord, qu'il n'y a pas que Marseille qui est sur lui, il y a Leeds, il y a d'autres clubs, et que, comme tu disais, il était blessé, donc encore une fois, il y a un contexte qui fait que c'était pas le idéal pour lui et c'était encore moins idéal pour Marseille, mais c'est quand même Marseille qui a raflé la mise en l'obtenant dès le mois d'août, parce que ça aurait pu traîner, c'est pas le dernier jour du mercato qu'ils l'ont eu, mine de rien. Donc c'est ça aussi qui est chouette par rapport à Paixão, c'est que même s'il est arrivé blessé, il a pu quand même arriver assez tôt pour justement s'imprégner du contexte marseillais. Et d'ailleurs, il n'a pas joué les 3 premiers matchs de Ligue 1, on le rappelle, parce qu'il avait donc toujours cette blessure. Il arrive avec une étiquette, Flo, on va en parler forcément, parce qu'à Marseille, ça prend des proportions énormes. C'est tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas rien. On l'écoute concernant ce transfert. À ton micro. C'est un orgulho para mim, né? Poder estar chegando no time grande e poder fazer gols. C'est un honneur pour moi, une motivation supplémentaire en fait pour marquer des buts et aider l'équipe. C'est une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l'entraîneur. En plus, quand l'OM m'a dit qu'il me voulait, même après la blessure, ça m'a boosté encore plus. Ça, c'est la confiance de Mehdi Benatia, de Pablo Longoria et du professeur de Zerbi. Tous les clubs n'auraient pas agi de la sorte et ça m'a conforté dans mon choix, ma conviction que j'allais être heureux ici à l'Olympique de Marseille.
Flo, par rapport à ça, c'est une pression énorme. Lui, il parle plus finalement de confiance de la part du club. S'il mise beaucoup sur moi, c'est qu'il croit en moi. Exactement. Il a été vraiment flatté aussi par le fait que, on l'a entendu, l'OM, malgré la blessure, lui est tout de suite dit t'inquiète pas, on négocie et on va continuer de négocier et on va absolument insister pour t'avoir dans l'effectif. Donc vraiment, ça l'a rassuré. Et puis cette étiquette qu'il faut parfois relativiser parce que le foot évolue, les prix grimpent, l'inflation elle touche forcément aussi le football. Donc plus ça va, quand tu veux un attaquant, tu dépasses parfois les 25-30 millions d'euros et parlons pas des top clubs ou des top attaquants. Donc au final, les dirigeants de l'OM ont à peine évoqué ce sujet avec lui. Lui, il le prend avec le sourire, avec la conviction, comme l'a dit Rémi, que il y avait forcément certains clubs qui étaient intéressés, que lui, il a tout de suite, en son fort intérieur, estimé que la destination qui lui convenait, c'était l'OM. Son père est venu assez tôt sur Marseille pour rencontrer les dirigeants, pour visiter les installations, le stade. Il a eu un feeling aussi, le papa. Le papa, il compte beaucoup dans l'histoire d'Igor Paixão. C'est lui qui lui a donné aussi cette fibre du football. Et donc, quand le paternel est revenu de Marseille des étoiles plein les yeux en se disant il y a un contexte là-bas dans lequel mon fils va s'éclater, Igor Paixão, il était encore plus convaincu de ça. Et après, le reste, c'était des histoires d'agents et de négo avec Feyenoord, mais franchement, je pense qu'il est honnête quand il dit que le prix du transfert ne pèse pas à ses yeux. Ouais, et puis ça me fait penser ce que tu dis Flo, au fait que je crois c'est dès octobre ou novembre dernier, Feyenoord lui a fait une prolongation de contrat. Donc il faut aussi bien comprendre que dans le prix que a coûté Paixão, il y a évidemment la qualité du joueur, puis il y a aussi le contrat quelque part à racheter au Feyenoord. Donc c'est pour ça que ça peut vite grimper. Mais Mehdi Benatia l'avait dit, je crois que c'était d'ailleurs après le match de l'Ajax en zone mixte, que quand il voit les prix du marché sur les ailiers, comme du type Paixão, les prix sont tout à fait normaux, en tout cas, logiques. Donc il n'y a pas vraiment de surpaiement de la part de l'OM. On rappelle que Igor Paixão donc s'est confié en exclusivité à RMC à toi, Flo Germain. On va justement parler de ce match clé, de ce match bascule. On rappelle qu'il avait joué 3 matchs en Ligue 1 avant ça. Il y avait quelques minutes face à Lorient, puis il avait été titulaire face au PSG et Strasbourg. Puis il a joué également quelques minutes face au Real Madrid. Et donc, face à l'Ajax, au Vélodrome, il est titulaire. Et là, il va marquer 2 buts. On l'écoute sur ce match bascule. J'ai senti avant ce match la confiance du professeur De Zerbi, celle de mes coéquipiers aussi. En fait, il y avait un parfum particulier avant ce match. J'avais déjà marqué contre l'Ajax. C'était un soir différent. Je sentais que j'allais marquer. Les déclats de Zerbi, non, je ne les ai pas entendus, mais on m'a dit, mes amis m'ont raconté après le match qu'il m'avait défendu et protégé des critiques. Je lui en suis reconnaissant. Il fallait montrer sur le terrain. C'est ce que je fais, montrer sur la pelouse et donner de la joie aux supporters. Flo, ce soir-là, c'est le grand retour de la Ligue des Champions au Vélodrome, parce que le premier match c'était à l'extérieur à Bernabéu. Il aura fallu, entre guillemets, attendre son 5e match pour qu'il marque. Et ce soir-là, c'est une soirée parfaite pour lui. 2 buts, une passe décisive. C'est très important. C'est la Ligue des Champions. Il est attendu, il répond présent. Il répond présent avec un signe du destin, le fait que, ex du Feyenoord, il rencontre l'Ajax, une équipe contre laquelle il avait marqué plusieurs fois, non pas la saison dernière, mais celle d'avant, donc il avait aussi ses repères. Lui, il explique sentir à ce moment-là quelque chose presque d'irrationnel, comme quoi c'est son soir. Peut-être le Vélodrome, la musique de la Ligue des Champions, le fait d'être titulaire, je dis pas malgré les premières critiques, mais c'est vrai qu'on sentait qu'il n'était pas encore à 100%, et c'est vrai que la veille, c'est pour ça qu'il évoque la confiance du professeur, comme il dit Roberto De Zerbi, c'est que la veille en conférence de presse, il y avait eu une première question un peu sur l'état de forme de Paixão, et Roberto De Zerbi, on en avait parlé dans ce podcast, avait tapé du poing sur la table en disant commencez pas à venir me chercher sur le cas Paixão, je vous rappelle qu'il n'est pas à 100%, qu'il a dû revenir d'une blessure, et que je suis très content de lui. Et en fait, cette confiance-là, lui, il l'a senti à l'entraînement, ça lui a donné des ailes, et donc il a, je pense, été soulagé de marquer un doublé au bout d'un quart d'heure, un doublé retentissant.
62 minutes de jeu, 2 buts, des jolis buts, une passe décisive. C'est vrai que c'était le soir où il fallait briller parce qu'il y avait une attente dingue. Et il y avait déjà aussi un petit peu l'urgence de prendre des points en Ligue des Champions parce qu'il y avait eu la défaite à Bernabéu, même si c'était un match encourageant. Et on savait que l'Ajax, normalement, devait être à la portée de Marseille. Donc, il y avait beaucoup de choses avant ce match et il a répondu présent. Ouais, c'était le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome depuis un certain temps, effectivement. Et puis, il y avait le contexte de l'après-semaine face justement au Real Madrid, puis face à Paris, quand il joue contre l'Ajax. Alors je regardais, face à l'Ajax, il a joué 8 fois, marqué 6 buts et donné une passe décisive. Donc c'est l'un des adversaires contre lequel il est le plus efficace. Mais au-delà de ça, c'est surtout le contexte. Il marque assez rapidement, il marque ses premiers buts, il n'en marque pas un mais deux, et en plus une passe décisive derrière. Donc c'est vrai que c'était la soirée rêvée pour lui, mais faut pas oublier qu'il avait déjà joué aussi en Ligue des Champions, donc c'était une compétition qu'il connaissait déjà. Peut-être que le contexte Ligue des Champions à Marseille, évidemment il le connaissait moins, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien dans ce match-là. Et puis encore une fois, moi ce qui m'a frappé chez lui, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est le fait qu'il cherche pas, c'est pas entre guillemets un poulet sans tête, il cherche pas non plus à provoquer tout le temps. Et s'il voit que c'est fermé, il va faire la passe plutôt que de privilégier l'action individuelle. Et je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est Christophe Dugarry qui en parlait chez nos confrères de Rotten sans flamme il y a quelques jours, en disant que justement, il a un QI football très intéressant. Un QI football très intéressant. On va parler justement de son idole. Il est brésilien, son idole est brésilienne, Ronaldinho. Alors forcément, Ronaldinho, en France, on pense plus au PSG, club français dans lequel il a joué, mais c'est un joueur qui fait à peu près l'unanimité partout. On écoute Pachao qui parle de son idole. Oui, j'ai souvent regardé des vidéos de Ronaldinho Gaucho et ses célébrations, notamment quand il jouait au Milan. Alors je ne peux pas le copier parce que Ronaldinho reste Ronaldinho, il n'y en a qu'un. Mais je peux m'en inspirer. Quand j'étais enfant, je voyais ses dribbles, ses enchaînements rapides. C'était impressionnant. Donc oui, c'est un modèle, une source d'inspiration dans mon jeu, même si j'ai mes propres caractéristiques. La vitesse, la frappe de loin. J'ai déjà marqué des buts en dehors de la surface et tout ça c'est important pour moi. Igor, fan donc du Ballon d'Or Ronaldinho, mais il parle de ses caractéristiques à lui. Il parle notamment de la vitesse, de la frappe de loin. Et c'est vrai que ça, par exemple, les frappes de loin, n'importe quel supporter adore. Quand tu as une frappe à la limite de la surface de réparation, à l'extérieur de la surface de réparation, qui finit dans la lucarne du gardien opposé, ça fait lever les foules. C'est typiquement le genre de but que les supporters aiment, Flo. Bah oui, le but qu'il met, le deuxième contre l'Ajax, où il récupère, c'est Vermieren qui récupère un ballon, il lui transmet tout de suite et il tente sa chance. Donc moi, ma question à ce moment-là, c'était aussi de demander à Igor Paixão dans quel registre il était le plus fort. Je disais alors c'est quoi, c'est ta vitesse ou la frappe de balle? Il dit c'est quand même un peu des deux parce que j'aime beaucoup les frappes de loin. Lui, il est identifié comme un joueur très rapide, très très puissant, et c'est, je pense, principalement pour ça que l'OM est allé le chercher, pour équilibrer aussi cette attaque qui était trop dépendante à droite de Mason Greenwood. Mais il a effectivement cette capacité à tenter sa chance de loin. Je suis un peu allé le chercher sur est-ce qu'il allait lever le doigt pour tirer les coups francs. Je pense que ça le démange et qu'il va pas tarder à essayer de s'imposer, pourquoi pas dans ce registre. Donc oui, la frappe de loin, on sent qu'elle est puissante. Et d'ailleurs, l'OM est allé le chercher vraiment pour ses caractéristiques. On parlait de Ronaldinho, Marseille est conscient que c'est pas un joueur un ailier style Neymar, Denilson ou même Ronaldinho, qui était pas forcément un ailier mais qui va aller vous dribbler 5 joueurs. C'est pas trop son registre, mais il a quand même du feu dans les jambes par rapport à cette puissance, et c'est aussi un gros travailleur et c'est ce qui plaît à l'OM. Je vous rappelle l'année dernière les petits soucis concernant Luis Enrique et Greenwood, où l'OM estimait qu'il faisait peut-être pas assez les efforts défensifs. Lui, il a un gros volume et une grosse générosité sur le terrain, donc ça plaît beaucoup. Ah, puis pour rajouter à ce que dit Flo, j'ai regardé un petit peu, il a joué 140 fois ailier gauche, 38 fois ailier droit, 27 fois milieu gauche, 8 fois milieu offensif, 4 fois milieu droit, 2 fois avant-centre, 1 fois en deuxième attaquant. Il a un registre technique et il a un profil qui lui permet de pouvoir jouer évidemment sur tout le front de l'attaque, mais surtout principalement côté gauche en faux pied, ce qui d'ailleurs correspond au schéma de jeu de Roberto De Zerbi, qui est plus en 4-2-3-1, et comme le disait Flo, ça permet aussi de répartir le danger, parce que là,
saison dernière, on savait que la principale arme offensive de l'OM, c'était Greenwood. Maintenant, il va falloir compter aussi sur Peshao. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout aussi un très bon passeur. On l'a vu pour Aubameyang face à l'Ajax. C'est un joueur qui offre pas mal de solutions, qui apporte un danger face au but, mais pas que, qui justement aussi s'est distribué. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est un profil finalement assez complet, puisqu'il sait aussi tirer les coups de pied arrêtés. Et il y a qu'à voir aussi les compiles sur Internet de ses buts avec le Feyenoord pour voir que il peut aussi se servir de son pied gauche. Il a une très grosse frappe, évidemment, mais voilà, il peut marquer dans tous les angles possibles. On est en train de débriefer la magnifique interview de Peshao. C'est tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et le Brésilien s'est confié en longueur auprès de Flo Germain. On en parle dans l'After Marseille. Et on continue dans quelques instants. Vous suivez l'After Marseille avec Rémi Dumont et Flo Germain, un After Marseille qui est consacré à Peshao. La recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille est arrivée cet été en provenance du Feyenoord. Il était blessé, il y avait énormément d'attentes et on a l'impression qu'il est en train de prendre ses marques du côté de l'Olympique de Marseille. On rappelle pour l'instant, il a marqué 3 buts en l'espace de 6 matchs et il y a également une passe décisive. On avait envie de le connaître un petit peu plus parce que forcément c'est la première fois qu'il arrive dans ce championnat de Ligue 1, lui qui évoluait au Feyenoord Rotterdam la saison passée. Il s'est confié auprès de Flo Germain, il s'est confié au micro de RMC Sport. Et d'ailleurs, bravo Flo, c'est un vrai coup quand même. C'est sa première prise de parole. Excuse-moi, je te coupe, mais quand même, faut rendre à Flo Germain ce qui appartient à Flo Germain quand même. À RMC, ce qui appartient à RMC. Arrête. Non, je disais honnêtement que... Non, c'est vrai, c'est pas de la fausse modestie. Je disais franchement que Igor Peshao et l'OM, qui évidemment nous a beaucoup aidé à décrocher cette interview, c'est bien que une recrue phare de l'OM comme ça parle à la radio qui parle de foot quasiment 24 heures sur 24. Donc effectivement, c'était un petit moment sympa. Pour les nostalgiques, moi, Karine, ça me rappelle la première interview de Lucho González. J'avais réussi à la décrocher, c'était ma fierté. Je pense que sur le CV, je mettrais à décrocher l'interview de Lucho González et de Peshao. Donc en fait, on espère que l'Argentin qui a réussi à Marseille va inspirer le Brésilien. Bah oui. C'est peut-être toi qui fais les carrières à l'OM finalement. C'est ça que tu es en train de nous dire, Flo. Je pense pas. Non, mais puisque tu me lances sur comment on décroche une interview et si on en est satisfait, j'ai ce souvenir d'avoir beaucoup lutté pour avoir Lucho González et je sais que tu suivais ça aussi de très près, Karine, et donc Lucho, ça fait partie des interviews qu'on n'oublie pas. Bon bref, parenthèse refermée. Ça, on va non, mais il faut toujours faire des parenthèses quand on parle de grands joueurs. Et d'ailleurs, cette interview, vous pouvez la retrouver sur rmcsport.fr, mais aussi dans Roten sans flamme. C'est vraiment une interview en longueur où on apprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cet After Marseille consacré à la recrue de l'OM de cet été. On va parler d'un match finalement qui est peut-être aussi un match bascule. Flo Germain, tu l'as interrogé sur le match face à Madrid. Il y a une défaite, mais dans le contenu, il y a des choses qui sont quand même positives. On l'écoute. Acho que a gente tirou como lição também, né? Jogando contra o Real Madrid, dentro da casa do Real Madrid. En fait, la vérité est que ce match a été un moment clé, ça a été une leçon. Aller jouer à Madrid face à une équipe aussi forte avec les meilleurs joueurs du monde, ça ne nous a pas empêché de jouer avec courage, d'égal à égal. Alors oui, on a perdu, c'est dommage, mais on n'était pas abattus, on a beaucoup appris, ça nous a servi de base de travail. On a une équipe très forte, vraiment. On se doit d'avoir comme ambition d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions et en Ligue 1. Flo, avant ce match, c'est vrai qu'il y avait énormément de peur parce qu'il y avait eu déjà 2 défaites en Ligue 1, Rennes et Lyon. T'allais à Bernabéu, même si le Real, c'était pas l'immense Real Madrid. Quand tu vas à Madrid, tu dis la soirée peut être catastrophique. Oui, et puis tout le monde n'était pas encore à son niveau optimal, même s'il y a eu une adaptation plutôt express des recrues. Par exemple, Peshao sur ce match-là, n'est pas encore à 100%. Il est pas titulaire. Les défenseurs viennent d'arriver, ils se sont imposés contre Lorient, mais ça restait Lorient. Donc il y avait une équipe qui était vraiment en construction, en adaptation quelque part. Et donc quand il parle, Igor Peshao, de leçons, ça reflète ce qu'ont pu nous dire pas mal de joueurs de l'OM, c'est qu'ils ont eu une prise de conscience à Madrid, un sentiment d'injustice par rapport à la défaite aussi, parce que ça restait un match honorable et une belle prestation qui aurait mérité au moins un match nul sûrement, mais ils ont grandi, comme on dit, au fil de cette rencontre et ils sont ressortis et partis du Bernabéu avec quelques certitudes. Et je pense que ce match à Madrid, par exemple, a beaucoup compté
dans la victoire qui suit contre le Paris Saint-Germain. Il faut rappeler qu'on avait prévu ou annoncé l'enfer presque aux Marseillais avec l'enchaînement Madrid, Paris, Strasbourg, Ajax, etc. Et finalement, l'OM s'en est très très bien sorti. Et peut-être qu'il a fallu cette défaite encourageante, même si le terme ne plaît pas à certains joueurs, parce que Paixão disait que ça reste un moment amer de perdre. Mais malgré tout, ça, je pense que ça les a boostés. On va revenir également sur un thème important, c'est sa place au milieu des attaquants, parce que tu l'as dit, donc il a 25 ans, je lui avais mis 3 ans de plus. Il est au milieu parce qu'il y a les petits jeunes, il y a aussi l'expérimenté Aubameyang, et donc tu l'as interrogé sur ce pôle d'attaquants qui est assez fourni du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, Robinho Vaz est un jeune talentueux. Il a beaucoup de potentiel, il a la tête sur les épaules en plus. Je lui donne souvent le conseil de toujours entrer sur le terrain avec le sourire, avec enthousiasme pour s'amuser. Aubameyang, lui, c'est l'expérience, c'est un exemple pour nous. 36 ans, il a encore cette énergie. Jouer à ses côtés, c'est incroyable, il a gagné tellement de titres. Il nous aide à nous surpasser. C'est un travailleur, c'est un buteur. Et contre l'Ajax, on s'est compris en un regard, j'ai adoré. Il a décroché, j'ai accéléré. Je savais qu'il allait me la donner. Gouiri, c'est un excellent joueur, aussi un vrai buteur. Que ce soit Greenwood, Gouiri, Aubameyang, Robinho ou moi, peu importe qui joue. Notre attaque est dangereuse des deux côtés maintenant et ce n'est que du bonheur d'être dans cette équipe. Flo, selon toi, il insiste sur le fait qu'ils se sont compris en un seul regard avec Aubameyang, avec lequel il a le plus d'affinité footballistique sur le terrain. Je pense peut-être Aubameyang. Honnêtement, ce qu'il faut souligner, c'est que Greenwood d'un côté, Paixão de l'autre, je pense que c'est bénéfique à l'équipe, mais lui, il va vraiment s'appuyer sur la compréhension du jeu qu'a un Pierre-Emerick Aubameyang. Il peut y avoir aussi cette complicité technique avec Gouiri, quand il sera à 100%, et je pense qu'ils peuvent se trouver, parce que ça respire le football, comme on dit, à la fois chez Paixão et chez Amine Gouiri. Robinho Vaz, on est plus pour le moment sur, même si ça a bien fonctionné à Metz, mais sur une rencontre entre deux joueurs qui ont un caractère très enthousiaste. On l'a entendu, le plaisir de jouer à l'OM, et donc ils se sont trouvés sur ce registre, mais de complicité technique, de ce que va aller puiser comme expérience, comme conseil Paixão chez Aubameyang, je pense que ces deux-là, ils peuvent faire mal. Rémi ? Ouais, en termes de stats, j'ai regardé. Ils ont joué, Paixão et Aubameyang ont joué 3 matchs ensemble. Bilan, c'est 2 passes décisives. Une pour l'un, Paixão pour Aubameyang, et une autre Aubameyang pour Paixão. Et pour Robinho Vaz, c'est un match ensemble et une passe décisive de Robinho Vaz pour Paixão. Je pense qu'il y a cette fraîcheur qui fait que il s'entend bien, parce qu'à 25 ans, mine de rien, il n'est pas tout jeune non plus, mais il s'entend bien aussi bien avec les jeunes de l'effectif comme Robinho Vaz, qui est très jeune, et aussi comme Aubameyang. Mais en termes de relations techniques, de toute façon, j'ai l'impression que les Brésiliens s'entendent généralement avec tout le monde, puisqu'ils sont très, très à l'écoute du jeu, et justement il y a cette joie de vivre aussi sur le terrain, comme on disait en début de podcast. Mais j'attends de voir aussi, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu des éléments d'indication avec le PSG, avec le Real, avec l'Ajax. Il faut voir aussi sur la durée, parce que généralement quand un joueur arrive, alors à la différence de Paixão, c'est que lui il arrive en ayant déjà connu le football européen avec son expérience au Feyenoord. Oui. Voir comment mais la Ligue 1, c'est quand même toujours différent, c'est ce que les joueurs disent. Non, mais c'est pour ça, et voir comment il va s'acclimater entre guillemets sur la durée, parce que les terrains vont être un peu plus gras, la météo va être un peu plus difficile, même si à Marseille ça reste quand même assez clément, et je parle sous le contrôle de Flo. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des effets qui vont maintenant avoir lieu sur les adversaires vont commencer à connaître aussi Paixão. Je ne souhaite pas de mal, bien au contraire, c'est juste de voir comment justement il va pouvoir durer sur la durée. On rappelle justement 2 buts face à l'Ajax, c'était en Ligue des Champions. Il a continué sur cette lancée en marquant 1 but face à Metz. C'est vrai, Flo, on va conclure là-dessus. C'est que Paixão, à la base, les adversaires ne le connaissaient pas forcément. Là, il en est à 3 buts. Il va être beaucoup plus ciblé. Ça va être le danger numéro 1 ou numéro 2 de l'Olympique de Marseille du côté des adversaires. Forcément, s'il continue à flamber. Oui, avec la particularité et peut-être la force qu'a l'OM cette saison, c'est que le danger soit quand même à la fois des deux côtés, lui il l'a dit,
avec donc Greenwood à droite et donc Paixão à gauche, des attaquants qui ont quand même une qualité de vitesse, de percussion, de la technique en pointe, et donc un panel qui s'offre à Roberto De Zerbi pour justement varier ses choix en attaque. Et donc tu peux cibler Paixão si tu es une défense adverse, mais par contre Greenwood va en profiter, Aubameyang aussi. Et je pense que c'est aussi ce qu'il a voulu dire et clamer lors de cette interview, c'est qu'il sent une puissance se dégager de l'attaque, il se sent pas tout seul, loin de là. Je pense qu'il se vexera pas si un jour Roberto De Zerbi fait un choix et lui dit tiens là je vais te préserver un peu sur cette rencontre parce qu'on enchaîne beaucoup, donc c'est quand même tout ça, ce sont des bons signes. Paixão, c'est pas un égoïste. Il est très collectif dans l'âme, malgré le fait que c'est un attaquant qui soigne ses stats, évidemment. Merci beaucoup Flo Germain pour cette interview. On vous le rappelle, Igor Paixão qui s'est confié en exclusivité à Flo Germain à RMC Sport. Vous retrouvez tout ça sur le site évidemment. Il y a également en longueur chez Roten sans Flamme et sur le podcast de l'After Marseille. Merci beaucoup Rémi d'avoir été. Merci Flo, bravo Flo. Bravo Flo. Et puis merci. Et vous le savez, si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous. RMC After Marseille.